Bonjour à tous, avec Cléa Melenotte, nous allons vous présenter les risques connus et ignorés de développer des fongies. Alors si on regarde les infections fongiques invasives en France, avec cette étude qui avait été réalisée entre 2001 et 2010, avec une base de données hospitalière nationale, ils avaient estimé à 35 876 cas d'infections fongiques invasives, avec les candidémies qui représentaient 43% de ces infections fongiques invasives, avec une incidence de 2,5 cas pour 100 000 habitants par an et une incidence en constante augmentation au cours du temps, comme on peut voir ici. La mortalité des candidémies était quand même de 40%, donc ce qui montre l'intérêt, vu de ce que Carole nous a présenté précédemment sur la difficulté diagnostique, de pouvoir définir des risques et donc des populations à risque. Alors, si on regarde les données APHM entre 2015 et 2019, au total, 503 patients avaient eu au moins une hémoculture positive à Candida, avec une majorité masculine, un âge moyen de 58 ans, des patients allant de 0 à 95 ans. Le Candida albicans était majoritaire, suivi par le Candida glabrata, le Candida parapsilosis et le Candida tropicalis. Il y avait donc chacun des mortalités particulières. Et donc la mortalité globale était de 44%, soit 222 décès, avec une mortalité à 30 jours de 30,6%. La durée moyenne entre diagnostic et décès était de 51,9 jours, avec finalement une durée qui allait de 0 à environ 3 ans. Si on regarde l'incidence, toujours sur nos données APHM 2015-2019, si on regarde les hémocultures positives à levure en fonction du nombre de patients chez qui on avait prélevé des hémocultures, on voit que l'incidence semble augmenter au cours du temps. Maintenant, si on ramène ces patients qui avaient des hémocultures positives à levure au nombre d'entrées à l'APHM durant cette période, eh bien on voit que l'incidence pour 1000 admissions est relativement constante au cours du temps. On s'est interrogé sur une éventuelle saisonnalité en regardant finalement les patients qui avaient des hémocultures positives à Candida au cours du temps sur cette même période. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fluctuations, qu'on voit bien au cours du temps, mais pas de saisonnalité. Déjà, dans les années 80, comme on peut le voir avec cette publication, les populations à risque étaient bien identifiées, qui étaient les patients qui avaient des leucémies aiguës, les leucopéniques, les patients brûlés, les pathologies gastro-intestinales ou encore les prématurés. Cette étude cas témoin qui avait été réalisée entre 1983 et 1986 avait déjà identifié 4 facteurs de risque, qui étaient les antibiotiques, les cathéters veineux centraux, les patients hémodialysés avec un odds ratio tout de même de 18, et les patients qui avaient une colonisation à Candida avec un odds ratio de 10,4. Au fur et à mesure des années, les facteurs de risque se sont étoffés. Et donc aujourd'hui, on distingue des facteurs de risque qui ont pour origine iatrogène ou nosocomiaux, comme toujours la colonisation de plusieurs sites corporels, les antibiothérapies à large spectre au préalable, ou encore les patients hémodialysés, la nutrition parentérale ou les cathéters veineux centraux. Mais également des facteurs de risque qui sont liés au terrain, parmi lesquels l'immunosuppression, les patients neutropéniques, les âges extrêmes de la vie, et enfin des facteurs de risque directement liés aux pathologies, avec donc les brûlures de plus de 50% de la surface corporelle, ou encore les chirurgies. Si on s'intéresse aux caractéristiques patients, avec cette étude donc, descriptive qui avait été réalisée par une équipe espagnole sur 345 cas de candidémie, et on voit que 36% des patients avaient des hémopathies, 39% avaient des thérapies immunosuppressives et 33% étaient hospitalisés en réanimation au moment du diagnostic. Ce qui ressort également dans cette étude, c'est que 89% des patients avaient un cathéter vasculaire au moment du diagnostic et que 88% des patients avaient reçu une antibiothérapie préalable avant le diagnostic. Concernant nos données APHM, là donc c'est les données concernant les patients au moment du diagnostic de candidémie et les services où ils étaient hospitalisés. On voit qu'il y a 37% de patients donc, qui étaient hospitalisés en service de réanimation et tout de même 15% en service de chirurgie, avec une majorité de chirurgie digestive, suivie par la neurochirurgie, la chirurgie urologique ou encore la chirurgie thoracique. D'autres services étaient concernés, comme la médecine interne, l'oncologie ou encore la gastro-entérologie, avec, comme on peut le voir, une létalité variable en fonction des services et qui était de 57% en réanimation.
La variabilité des profils d'espèces en fonction des services d'hospitalisation et donc en fonction des terrains des patients, elle est connue dans la littérature, avec, comme on peut le voir ici, par exemple, la proportion de candidats cruzéiques qui est supérieure chez les patients qui ont des hémopathies ou les greffés de cellules souches hématopoïétiques. Et par exemple, pour la population de néonatologie, on a une proportion plus élevée de candidats parapsilosis. À partir de ces facteurs de risque, donc des scores ont été développés, comme par exemple ces scores de réanimation sur lesquels je ne vais pas m'étendre et qui pouvaient finalement déterminer des patients à risque et donc commencer des antifongithérapies empiriques. D'autres articles plus récents ont continué d'étudier ces facteurs de risque, comme par exemple cet article qui était une étude entre 2012 et 2014, une étude cas témoins sur 3 centres différents italiens, rétrospective. Alors eux, ils avaient retiré les populations de réanimation, de chirurgie, les patients qui avaient des hémopathies et les neutropéniques. Donc il leur restait beaucoup de patients de médecine interne. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est qu'une infection récente à Clostridium difficile était un facteur de risque de développer une candidémie, avec un odds ratio de 9,29. Et il s'était également intéressé aux antibiothérapies et avait montré que les bêta-lactamines associées aux inhibiteurs de bêta-lactamase, les carbapénèmes ou encore les glycopeptides étaient des facteurs de risque de développer des candidémies. Concernant les infections récentes à Clostridium difficile, cette même équipe avait publié un autre papier où il montrait que finalement la candidémie était associée à des infections à Clostridium difficile quand il y avait une majorité de souches donc de ribotype O27 ou un traitement par vancomycine supérieur à 1000 mg par jour. D'autres papiers donc, sont pareils, comme cette revue qui a été réalisée par l'équipe du professeur Lortolari, qui étudie également donc, les antibiothérapies et comme facteurs de risque de candidémie. Et donc là, on voit que les antibiotiques qui ressortent sont les glycopeptides, toujours les carbapénèmes, les bêta-lactamines et inhibiteurs de bêta-lactamase, les quinolones ou encore les céphalosporines de 3e génération. Donc nous, on s'est intéressé à Marseille aux fongémies et aux céphalosporines de 3e génération, avec tout d'abord cette étude préliminaire qui avait été réalisée entre le 2 mai et le 29 juin donc de cette année. C'était une étude prospective où on avait un groupe patient qui étaient les patients qui avaient au moins une hémoculture positive à levure et un groupe témoin qui étaient des patients qui avaient des hémocultures à bactéries dans la semaine numéro 26. Ce qui était sorti de cette étude préliminaire, c'est qu'il y avait un risque associé à un traitement par C3G avec un odds ratio de 6,34. Donc finalement, on a augmenté la cohorte avec donc, tous les patients qui avaient eu une fongémie en 2019 et on s'est intéressé finalement aux antibiotiques qu'ils avaient reçus dans le mois précédant la candidémie. Alors, la population était composée de 70 patients, avec toujours une majorité masculine, un âge moyen de 52 ans et une mortalité de 37,1%, ce qui représentait 26 décès. Ce qu'on a retrouvé, c'est que 97,1% des patients avaient reçu une antibiothérapie dans le mois qui précédait la candidémie, avec en moyenne 3 antibiotiques différents qui étaient administrés le mois précédent, et ça allait jusqu'à 9 antibiotiques différents. Les céphalosporines étaient retrouvées chez 47,1% des patients, avec les céphalosporines de 3e génération chez 34,3% d'entre eux, et les bêta-lactamines et inhibiteurs de bêta-lactamase chez 52,9% des patients. Donc, on s'est focalisé sur les céphalosporines de 3e génération, en reprenant le même groupe témoin qui avait été sélectionné dans l'étude préliminaire. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que finalement, les céphalosporines de 3e génération était un facteur de risque de candidémie dans cette étude, avec un odds ratio de 2,43. Et pour les ceftriaxones, on trouvait un odds ratio de 8,25. Je vais maintenant laisser Cléa nous parler de l'influence des céphalosporines de 3e génération sur l'immunité adaptative.